Comme je vous l'expliquais dans la vidéo introductive, l'objet de cette série de vidéos est donc de parler de ce qu'on peut appeler le racisme scientifique. Le terme racisme scientifique étant le nom consacré pour désigner un ensemble de théories racistes qui ont été présentées comme des fondements scientifiques au racisme. Dans la première vidéo de la série, on a vu qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, le terme était un concept très flou qui pouvait désigner une famille noble, une population d'animaux d'élevage ou la descendance d'une figure généralement biblique, comme la race maudite de Cham, condamnée à l'esclavage pour avoir vu les parties génitales de Noé. Au Moyen-Âge, la race n'était donc pas une catégorie utilisée en sciences naturelles, ce qui n'empêche pas qu'il existait de nombreux systèmes organisés de discrimination de certaines populations, systèmes qu'on peut sans problème qualifier de racistes, comme l'esclavage par exemple, qui à l'époque est plutôt justifié par des raisons religieuses. Maintenant qu'on a fini notre tour des premiers sens non scientifiques du mot race, on va s'intéresser dans cette vidéo aux premières utilisations de ce mot dans un contexte biologique et scientifique par des naturalistes. Et en même temps, on va essayer de voir si l'on retrouve dans ces premières utilisations de ce mot par des naturalistes quelques-unes des grandes caractéristiques que l'on associe généralement aux théories racistes, comme l'idée que l'on puisse dénombrer un nombre précis de races, que ces races reflètent une réalité biologiques, qu'elles sont relativement stables à travers les générations, ou le fait qu'il soit possible de classer et de hiérarchiser ces races selon des critères tels que l'intelligence. La plus ancienne forme de racisme scientifique, généralement mentionnée, est un texte de François Bernier de 1684 intitulé « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent ». François Bernier était une sorte d'aventurier, aussi médecin et philosophe, qui va passer presque 15 ans à voyager, dont en particulier 8 ans en Inde. À son retour en France, il va écrire plusieurs livres et articles, dont ce texte, initialement publié dans Savant, l'un des ancêtres français des revues de publications scientifiques. Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent est un texte étrange d'à peine 7 pages qui commence par une classification des hommes en 4 races ou espèces, à savoir une première catégorie qui rassemble les peuples d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Égypte, de Malaisie, d'Inde, d'une partie de la Thaïlande et les Amérindiens ensemble, une seconde catégorie pour l'Afrique noire, une troisième pour les Japonais et les Chinois, et enfin, une dernière catégorie, juste pour les Lapons, que Bernier semble tout particulièrement mépriser et dont il doute de l'humanité. Les Lapons composent la 4e espèce. Ce sont des petits courteaux avec de grosses jambes, de larges épaules, le col court et un visage je ne sais comment tiré en long, fort affreux et qui semble venir de l'ours. Je n'en ai jamais vu que 2 à Dantzig, mais selon les portraits que j'en ai vus et le rapport qui m'en a été fait par quantité de personnes qui ont été dans le pays, ce sont de vilains animaux. La deuxième moitié du texte, plus longue, est un comparatif de la beauté des femmes à travers le monde qui prend rapidement l'aspect d'une espèce de guide du routard des marchés aux esclaves sexuels, ce qui rend tout ça encore plus malsain alors que pourtant le potentiel était déjà là, quoi. Ceci dit, malgré le caractère très sexiste de cette seconde partie, Bernier y décorrèle race et beauté féminine, car il l'entame sur l'idée qu'il existe partout des femmes laides et partout de belles femmes, dont quelques africaines plus belles que la Vénus de Milo. Relativiste tout de même fortement limité par l'objectif du texte, car même si, mis à part pour les Lapons, Bernier atténue sans doute les préjugés des Européens de l'époque sur les différents peuples dont il parle, le texte a clairement l'ambition de catégoriser les êtres humains et place nettement la première espèce, qui inclut les Européens, comme un référent supérieur vis-à-vis des 3 autres. De plus, contrairement aux emplois précédents du terme race, Bernier propose un modèle où chaque humain est rattaché à une espèce ou une race unique. Pas question de personnes sans race, comme pour la noblesse, ou de référence à des ancêtres comme Moïse ou Papy Lord Geoffroy de Montmirail. Ce modèle se rapproche donc déjà un peu plus de ce que va être le racisme scientifique. Mais il y a au moins 4 éléments qui empêchent de faire du racisme de Bernier l'origine de ce racisme scientifique. J'emploie alternativement les termes race et espèce quand je parle du texte de Bernier. Eh bien, c'est parce que Bernier lui-même n'emploie très peu le mot race. Il utilise l'expression race ou espèce 2 fois au début de son texte, puis n'utilise plus que le terme espèce, qui semble pour lui être équivalent au mot race.
Par ailleurs, ces 4 races ou espèces ne semblent pas être un concept très bien défini, puisque Bernier suggère que les Européens et les Africains pourraient eux-mêmes être divisés en plusieurs espèces. De plus, cette classification semble assumée comme étant complètement arbitraire, et non pas le reflet d'une quelconque réalité biologique. Je n'y trouve point une assez grande différence pour en faire une espèce différente de la nôtre. Enfin, et surtout, ce texte de Bernier va passer complètement inaperçu pendant 100 ans. Et justement, un siècle plus tard, en 1758, le naturaliste Carl von Linné, dont je parle davantage dans ma vidéo sur Buffon, va publier son Systema Naturae où il va intégrer les êtres humains à sa classification des êtres vivants. Linné place pour la première fois l'homme sur le même plan que les animaux, ce qui est particulièrement ironique compte tenu du fait de ses convictions religieuses, mais bon. Dans la classification de Linné, il y a 6 variétés d'hommes. Et en regardant que les 4 premières variétés, européennes, africaines, asiatiques et américaines, on a l'impression de reconnaître une classification par race où le mot race aurait été remplacé par le mot variété. D'autant plus que les caractéristiques associées à chaque race ne sont pas des descriptions physiques comme chez Bernier, mais des caractéristiques morales ou intellectuelles et presque systématiquement positives pour les Européens et négatives pour les autres variétés. Par exemple, les Européens sont entre autres gentils, vifs, inventifs, vêtus de vêtements et suivent des lois, tandis que les Africanus sont flegmatiques, indolents, négligents et suivent leurs caprices, et pour les Africaines sont aussi impudentes. Là où les variétés de Linné s'éloignent de ce que va être le racisme scientifique, par contre, c'est avec les 2 dernières variétés, qui sont des catégories tout à fait différentes. La 5e variété, c'est l'homme sauvage, c'est-à-dire les enfants ayant été élevés par des animaux, ce qui était un mythe très présent à l'époque. Et la 6e variété rassemble les hommes monstrueux, comme les crétins ou les personnes atteintes de difformités physiques. Enfin et surtout, Linné inclut carrément, en plus de ces 6 variétés, une seconde espèce d'hommes, une seconde espèce humaine, les albinos. Il y a donc 6 variétés d'un côté, et les albinos de l'autre, complètement différents. Avec les variétés de Linné, il est donc tout à fait possible pour un homme d'être d'une variété différente de celle de ses parents, voire même d'être une espèce différente de celle de ses parents. Ce qui en fait un concept pas nécessairement généalogique, et donc assez différent de celui des races utilisées classiquement dans le racisme. Par ailleurs, un peu comme chez Bernier, il y a un côté très arbitraire, sans doute assumé à ces catégories, et c'est justement ce que reproche à Linné son meilleur ennemi, Buffon, qui considère que la classification de Linné est un système arbitraire qui ne dit rien sur l'ordre du monde. Pour Buffon, si Linné avait classé des objets, ça aurait donné quelque chose du genre. Alors, il y a la catégorie des objets pointus, et dans cette catégorie, il y a des crayons, des fusées et des clous. Et puis après, on peut diffuser la catégorie des objets pointus en petits objets pointus, avec les crayons et les clous, et gros objets pointus avec la fusée. Et puis la catégorie des petits objets pointus, on peut la diviser en petits objets pointus gris, avec le clou et le crayon gris, et petits objets pointus orange, avec le crayon orange. Buffon rejette à la fois ce genre de classification, basée sur des similitudes anatomiques arbitraires, comme le fait Linné, et les classifications issues de la mythologie chrétienne, comme la malédiction de Canaan. Ce que Buffon veut, c'est baser sa classification sur un principe qui ait du sens en biologie, une loi de la biologie équivalente aux 3 lois de Newton. Et ce principe, il va bien sûr le trouver dans la fécondité et l'utiliser pour décrire rigoureusement ce qu'est une espèce. Définition qui est d'ailleurs toujours employée aujourd'hui, à savoir font partie de la même espèce des animaux qui peuvent se reproduire entre eux et dont la descendance est féconde. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo sur Buffon. Mais Buffon est toujours attaché à cette idée de dégénération qui lui permet entre autres, comme j'en parle dans la vidéo qui lui est consacrée, de quasiment envisager la théorie de l'évolution. En mettant ça de côté, Buffon considère que les espèces changent dans le temps par dégénération. Mais s'inspirant de ce qui se passe à ce moment au niveau de l'élevage, il cherche à faire de la dégénération non pas une malédiction mystique, mais une théorie biologique. Ça va donner la théorie du moule intérieur. Pour Buffon, quand un mâle se reproduit, ses descendants sont des copies faites à partir de son moule intérieur. Car c'est bien connu, seuls les mâles transmettent leurs caractéristiques. Like to see?
Au fur et à mesure qu'il se reproduit et qu'il vieillit, le moule intérieur du mâle s'abîme, et les copies, du coup, sont de moins en moins bonne qualité. Les premières productions de ce mâle choisi seront, si l'on veut, fortes et vigoureuses. Mais à force de tirer des copies de ce seul et même moule, l'empreinte se déforme. La race doit par conséquent s'affaiblir, rapetisser, dégénérer. Mais si les espèces dégénèrent, elles le font à partir d'un type original. Une question consiste alors à savoir quel est le type original de l'homme. Et la réponse de Buffon, c'est bien sûr l'homme blanc européen. En Europe se trouve le vrai climat de l'homme. Là est la vraie couleur naturelle de l'homme. Là se prend le modèle ou l'unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres nuances de couleur et de beauté. Les deux extrêmes sont également éloignés du vrai et du beau. Les pays policés sont sous cette zone. Tous ces peuples sont aussi les plus beaux et les mieux faits de la terre. Mais où se trouve la race dans tout ça ? Contrairement à l'espèce, Buffon ne cherche pas à définir précisément ce qu'est une race, mais il est le premier naturaliste à employer aussi fréquemment ce mot. 50 fois dans l'article Variété, dans l'espèce humaine, et plus de 200 fois dans l'ensemble de l'histoire naturelle. Buffon utilise ce mot, dont le sens est à l'époque toujours très mal défini, dans des sens très divers, parfois assez contradictoires entre eux, comme désigner des animaux d'élevage, bien sûr, mais aussi des peuples ou des nations humaines, ou même plus simplement des groupes d'individus. Mais on peut commencer, à partir de ce texte, à dégager entre les lignes un sens biologique au mot race en lisant Buffon. Les races vont être identifiées par des caractéristiques anatomiques plutôt stables sur un petit nombre de générations, ce qui va pouvoir les différencier des variétés qui, elles, sont plutôt des différences au sein d'une race. Pour Buffon, ces races sont bien sûr des produits de la dégénération, elles sont des déviations, des dérivations par rapport à un type originel unique. Comme les éleveurs, Buffon imagine que c'est le résultat de l'influence du climat et de l'environnement. L'homme originel vivait dans un climat tempéré, les hommes qui vivent éloignés de ce climat dégénèrent donc peu à peu et deviennent noirs dans le climat chaud de l'Afrique ou prennent l'apparence des Amérindiens dans le climat froid et humide du Nouveau Monde. Dès que l'homme a commencé à changer de ciel et qu'il s'est répandu de climats en climats, sa nature a subi des altérations. Et lorsqu'après des siècles écoulés, des continents traversés et des générations déjà dégénérées par l'influence des différentes terres, il a voulu s'habituer dans les climats extrêmes et peupler les sables du Midi et les glaces du Nord, les changements sont devenus si grands et si sensibles qu'il y aurait lieu de croire que le nègre, le lapon et le blanc forment des espèces différentes, si d'un côté, on était assuré qu'il n'y a qu'un seul homme de créé, et de l'autre que ce blanc, ce lapon et ce nègre, si dissemblants entre eux, peuvent cependant s'unir ensemble et propager en commun la grande et unique famille de notre genre humain. Néanmoins, contrairement à Linné ou Bernier, Buffon envisage tout ça comme quelque chose de continu. Entre deux races très différentes, comme les blancs européens ou les noirs africains, il existe tout un panel de races intermédiaires, plus ou moins dégénérées. Ce qui différencie les théories de Buffon du racisme scientifique, c'est que, du coup, avec un tel système, impossible par exemple de dénombrer un nombre précis de races, comme le faisaient Bernier ou Linné. De plus, la dégénération pour Buffon ne concerne que les caractéristiques physiques. Elle va éventuellement affecter la beauté, mais Buffon ne va pas théoriser de différences intellectuelles entre les différentes races. Par ailleurs, pour Buffon, l'environnement va agir assez rapidement. Une population européenne vivant en Afrique changera de couleur en quelques générations, quoi. Enfin, cette vision faisant de la dégénération un processus réversible ouvre la possibilité de régénérer les races dégénérées, et pas par la religion. Pour ça, plutôt que d'envisager des transferts massifs de population, Buffon va préconiser, s'inspirant une fois encore de l'élevage, le métissage. Mais même si au final la question de la race est assez périphérique et peu définie dans les écrits de Buffon, il va quand même avoir une influence cruciale. Contrairement au texte de Bernier, qui va tomber presque immédiatement dans l'oubli, Buffon est lu, très lu. C'est à l'époque une véritable star et son histoire naturelle va être un best-seller des décennies, voire des siècles durant. Le Maurras va donc être très largement repris par les lecteurs de Buffon qui vont peu à peu lui donner un nouveau sens, mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Avant ça, j'avais dit que je prendrais un petit peu de temps pour réagir à vos commentaires, et j'en ai sélectionné deux. Dans une réponse à mon avant-propos, Bala,
espère que je ne vais pas me focaliser sur l'Occident. Alors c'est vrai que j'avais dit dans cette vidéo que j'allais faire une histoire occidentale, entre guillemets, du racisme. Et je comprends du coup sa crainte, je pense que j'ai été maladroit de ne pas expliquer pourquoi dans la vidéo en question. Donc pourquoi est-ce que je vais faire ça ? Déjà parce que le racisme scientifique, qui est, disons, mon sujet central, est un concept qui est né en Europe. Et puis deuxièmement, parce que bêtement, je manque de sources sur l'histoire du concept de race dans le reste du monde. Et je ne suis pas capable de dire, par exemple, s'il y a eu un équivalent de ce concept dans la Chine du XVIe ou du XVIIe siècle. C'est pas trivial de le savoir. Et j'ai peur que si des sources à ce sujet existent, elles ne soient pas dans des langues que je suis capable de lire. Ceci dit, j'ai quand même prévu d'aborder un petit peu la question à la toute fin de la série de vidéos, et du coup, j'en profite aussi pour lancer un mini-appel. Si quelqu'un parle chinois, arabe ou japonais et a des sources sur l'étymologie des traductions du mot race dans ces langues, et sur l'évolution historique de leur sens en lien avec la biologie, ça m'intéresse beaucoup. On peut en discuter, je suis tout à fait ouvert à l'idée de prolonger cette série de vidéos en traitant la question plus en détail. Par ailleurs, Chaosoph me demande s'il ne faudrait pas utiliser dégénérescence plutôt que dégénération. Alors, la question peut sembler innocente, mais pas forcément. Les deux mots peuvent faire référence à des concepts assez différents, tantôt moraux, tantôt biologiques, selon les auteurs et selon les époques. Si ça vous intéresse, Olivier Deron parle beaucoup de l'évolution du sens de ces deux mots dans sa thèse, qui est donc l'une de mes sources pour cette série de vidéos. Mais pour désigner la forme de dégénération dont je parle dans la précédente vidéo, ce que j'appelle moi la dégénération généralisée du monde, le mot que j'ai lu le plus souvent est bien dégénération. Et c'est assez logique parce que dégénération est un terme un peu plus archaïque, un peu plus ancien que dégénérescence, et on parle d'un concept qui date du Moyen-Âge, donc c'est assez cohérent. Enfin, c'est pas vraiment une question des commentaires, mais un ami m'a fait remarquer que je parlais pas de l'étymologie du mot race. Donc on a été chercher, regarder un petit peu ensemble, et en fait c'est pas très clair. On peut soit le rattacher au latin ratio, qui veut dire calcul, soit à génératio, qui veut dire générer. On retrouve un peu les notions de descendance et peut-être de catégorie par le calcul, en très gros. Sur ce, la prochaine vidéo sera la suite de la série sur les tests génétiques, tandis que la suite de cette série sur l'histoire du racisme, où je parlerai donc des différentes personnes que Buffon a pu influencer, arrivera en janvier. Pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche ou à me suivre sur Twitter et Facebook. Et d'ici là, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo et les autres, à liker, commenter, ce genre de choses qui m'aident, qui me motivent et qui font vivre la chaîne. Voilà, gros cœur et ciao à tous!